Et donc, du coup, c'est dingue que ça constitue une telle angoisse. Nous, on reçoit des messages tous les jours. Est-ce que ma taille de pénis est normale? Je suis sûre que mon pénis est trop petit. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui Oui, obsède les gens. Et autant, je pense, autant les hommes qui ont ce pénis-là et leurs partenaires, quoi. Parce que oui. c'est du coup devenu voilà, vraiment une sorte de, je sais pas, de grande statue Préoccupation immense. qui… Ouais. Alors que Gilbert, si tu veux bien nous expliquer Je brièvement, vais rappeler ça, ouais. pourquoi, sexologiquement parlant, physiologiquement parlant, la taille, ça compte pas tellement que ça. C'est vrai. On a, pour être tout à fait, on va dire, objectif sur le sujet, la taille du pénis, ça peut compter quand on est dans les extrêmes. Quand on est dans le micro-pénis, d'ailleurs, je rappelle que quand il y a un micro-pénis, c'est-à-dire un pénis en érection en dessous de 8 cm de longueur, ce n'est pas juste de l'esthétique, ça peut refléter l'existence d'une problématique, un problème hormonal ou d'autres types de problèmes de cariotype, etc. Donc, le pénis peut poser problème quand il est dans les extrêmes, trop petit ou trop grand, comme disait Virginie tout à l'heure, où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et entre ces extrêmes, c'est des variabilités qui finalement peuvent avoir un impact, mais elles peuvent avoir un impact si le mec il mise tout dessus, comme tu disais Virginie tout à l'heure, c'est-à-dire si finalement tout est basé sur le pénis, la pénétration, est-ce qu'il va faire de la pénétration et de son pénis? Oui, il y a un moment où le ou la partenaire va dire, ben, ok, ça a l'air de jouer un rôle. Par contre, s'il n'y a pas tout ce qui tourne autour, ça va prendre de l'importance. Et donc, il faut savoir que dans la très grande majorité des cas, et ce que je dis là, c'est pas une information donnée par des hommes pour des hommes. C'est des études qu'on a faites sur les femmes. On leur a demandé leur avis. Il y a une étude extraordinaire qui a été faite aux États-Unis par une chercheuse, une sexologue, avec des anthropologues, où on a fait, tenez-vous bien, des moulages de pénis en érection. On a fait plus de 200 moulages de pénis en érection et de toutes sortes, de toutes formes, de toute taille, de toute ethnie. Ensuite, on a fait ces moulages en couleur bleue. Pourquoi couleur bleue? Pour pas qu'on soit influencé par la couleur de la peau. Et on a demandé aux femmes de choisir quel pénis leur paraît l'idéal, le plus intéressant pour elles. Et on a fait une moyenne de ce qui a été fait. Ben, figurez-vous que c'est à peu près la moyenne de la taille du pénis de l'homme en érection. C'est-à-dire ce que les femmes choisissent finalement, c'est à peu près ce qui existe déjà dans la nature. Il y a un résultat, alors je vais le dire parce qu'à chaque fois ça perturbe, mais on n'a pas d'explication claire. Quand on demandait aux femmes, choisissez la taille de pénis idéale pour avoir une relation durable, une relation de couple, être en couple marié ou pas marié, mais une relation de couple durable, et choisissez la taille idéale pour une rencontre d'une nuit, pour un date, pour une soirée, pour un amant. Pour une raison que je ne saurais expliquer encore, quand on choisissait pour amant, il y avait en moyenne 4 ou 5 mm de plus sur la taille. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez remarquable de dire que c'était systématiquement un peu plus. Pour quelle raison, on n'en sait rien. Est-ce que c'est juste fantasmatique? Est-ce que c'est juste… La sexologue, d'ailleurs, l'interprète en disant ce que tu as dit exactement, Virginie. Elle dit, mais peut-être que ces femmes s'imaginent que si c'est pour vivre toute ma vie avec un homme, ben, je n'ai pas envie d'avoir mal avec un sexe un peu gros et je vais choisir un sexe plus intéressant pour moi. Mais globalement, quand on demande aux femmes quelle est la taille intéressante pour elles, ben, on retrouve la taille normale de pénis de l'homme. Et c'est une préoccupation qui finalement, c'est quelque chose qui est imprégné, mais qui finalement joue très peu de rôle réellement dans la vie sexuelle, surtout quand on travaille depuis des années comme on fait maintenant pour sortir de la sexualité pénétrative, sortir de l'homme qui pénètre. Je ne sais plus quelle expression tu as utilisée tout à l'heure, Virginie, en La disant que sexualité récréative. c'est l'homme qui est considéré, Ah oui, oui. d'ailleurs, on dit toujours l'homme pénètre. J'ai jamais compris pourquoi on ne dit pas c'est la femme qui prend. Oui. Ah bah parce qu'on est du côté de l'homme quand on parle de toujours. Mais c'est marrant ce que tu disais sur cette étude parce que les femmes effectivement sont dans la fantasmatique quand elles privilégient un partenaire de passage qui aurait un sexe un peu plus gros parce que cet amant-là apparaît comme étant récréatif et je pense que potentiellement et inconsciemment, elle s'imagine que cet homme-là est aussi moins fiable qu'un homme avec un pénis de taille plus standard, on va dire. Et là, on est vraiment dans des préjugés inconscients. C'est ça, il y a forcément… D'ailleurs, pour finir avec ça sur
l'attractivité liée au physique. On a plusieurs études qui ont montré que quand on présente des images à des femmes ou des hommes, et on leur demande de choisir quelle personne vous paraît la plus attractive, la plus désirable. Donc, on parle pas de beauté, on parle de désirabilité. Et les personnes font un classement, lui en premier, lui en deuxième, lui en troisième. Ensuite, on montre les mêmes personnes, mais cette fois-ci, pas que le visage, une photo debout, entier ou assis. Le classement change. Ensuite, on montre une vidéo. Le classement change encore. Ensuite, on entend la voix et le classement change encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plastique peut jouer un rôle, mais elle est très pondérée, voire complètement dépassée par l'attitude, le comportement, la façon d'être, et c'est plus ça qui va dégager de la désirabilité ou pas, et c'est pas juste une sorte de plastique. Et sur le pénis, c'est la même chose, et je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est la façon de faire qui va être beaucoup plus importante que le volume ou la taille en elle-même. Exactement, dans la séduction, finalement, il y a quand même tout l'emballage autour qui compte, la façon dont l'autre vous parle, vous fait rire, vous sourit, vous touche. C'est le marketing. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la dernière partie et c'est pas la plus importante. Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup là-dessus, surtout chez les hommes les plus jeunes, parce qu'il n'y a pas encore assez d'expérience pour en sortir. Mais la sexualité, c'est un chemin. Et ça, ce n'est que le point de départ. Je peux me permettre une question, Diane, s'il te plaît, une question pour Virginie, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure qu'on a retrouvé des objets taillés dans des cornes, etc., en phallus. Est-ce que tu as connaissance d'objets de ce type-là qui étaient creux, qui représentaient un pénis, mais qui étaient creux, que l'homme mettait sur son pénis quand il avait des problèmes d'érection? Alors, une sorte de godemiché creux dans lequel l'homme mettait son pénis mou, quoi. Une sorte de traitement. Tu sais si… Ça existe dans des jeux érotiques d'aujourd'hui, mais par contre, historiquement, non, j'en ai jamais eu connaissance. Sur le plan archéologique, ça me dit absolument rien. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé, mais en tous les cas, dans tout ce que j'ai pu parcourir en termes de textes ou d'objets que j'ai pu voir, ça, j'en ai jamais vu. Ok, c'est un truc que je me suis dit, mais c'est pas possible, l'homme a dû y penser il y a longtemps. Pas forcément, parce que ça revient à ce problème d'impuissance, celui qui n'est pas capable. Et dans le monde romain, qui est vraiment celui que je connais le mieux, qui est notre grand-père, notre grand-mère plutôt, comme civilisation, eh bien, quand un homme est impuissant et qu'il ne peut pas féconder sa femme, si sa femme ne le largue pas, hein, parce que là, elle a quand même à le faire, l'homme va aller demander à un ami, voire à un esclave, mais alors c'est pire que tout, d'aller féconder sa femme, donc d'aller jouer ce rôle de substitut. C'est donc pas un objet qui est substitut phallique, mais une personne, puisque le but est de pouvoir féconder l'épouse. D'accord. Et donc, la notion de puissance sexuelle est quand même, par rapport à notre société actuelle, dans les sociétés passées, et romaines par exemple, elle était plus liée à la capacité de fécondation qu'à la performance physique sexuelle, ou les deux? Les deux sont assez intimement liés. Je pense que pendant très longtemps dans l'histoire, on n'a pas demandé à un homme de durer très longtemps pendant qu'il pénétrait une femme. Ça, dans les sources classiques, c'est pas une problématique qui semble être formulée. En revanche, on va avoir chez Ovide qui est le grand poète de l'amour, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle L'Art d'aimer. C'est le seul poète de l'Antiquité qui parle de la manière de faire jouir les femmes. Et il dit textuellement, quand tu auras trouvé l'endroit où les femmes aiment à être caressées, que la pudeur ne t'empêche pas de la caresser. Donc là, on parle bien d'une stimulation digitale. Donc on peut donner un orgasme de précision, j'ai envie de dire, à la femme en la caressant et pas que en la pénétrant. La pénétration. Intéressant, ouais.